Bienvenue sur ce canal dédié à la parole des hommes. Je suis Fabrice Humeau, et un jour j'ai décidé d'ouvrir l'espace à nos représentations masculines, mouvance, entre force et fragilité. Au travers mes rencontres, c'est des instants de vie ou même toute une vie qui se racontent. Je suis touché quand j'écoute au travers ces récits l'homme dans toutes ses dimensions, bien au-delà de l'histoire. Bonjour Christone, Eh ben, bonjour Fabrice. je te remercie de ta disponibilité. Ah, avec plaisir, je suis ravi d'être là. Ouais. Je t'ai rencontré, j'ai fait trois stages avec toi, les trois premiers niveaux de la communication non violente. Ouais. Alors, je te demanderai de nous expliquer ce que c'est. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'approche de la CNV, et puis j'ai beaucoup aimé la façon aussi, ta façon d'être. Voilà, le bonhomme que tu étais. Mhm. Et je voulais te donner la parole sur une question qui m'est venue, qui m'obsède un petit peu, c'est, puisque tu es formateur en communication non violente, quel est ton parcours pour en arriver là? Est-ce que Mhm. des éléments de vie, est-ce que ta vie à toi, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été, parce que je me dis, si on va vers la communication non violente, peut-être qu'il y a des choses qui ont été violentes avant. Voilà, peut-être qu'on cherche un peu de paix, d'apaisement, une meilleure communication avec soi, avec les autres. Voilà. Et c'est là que j'ai envie de te questionner, de savoir, et puis que les auditeurs, voilà, puissent te découvrir, ton parcours, voilà, d'un formateur en communication comme toi. Mhm. Qu'est-ce que c'est la communication non violente? Eh bien, pour faire court, hein, parce que je pourrais t'en parler pendant 6 jours, comme tu sais. Ouais. Euh, la communication non violente, c'est une manière d'être. Déjà, j'aime bien dire que c'est pas un outil, que c'est pas un processus, même si Hmm. on transmet des outils et des processus au service de cette manière d'être, mais c'est une manière d'être avec soi-même, avec les autres, qui permet de prendre en compte ce qui se passe vraiment pour chaque personne, autant en termes d'émotion qu'en termes de pensée, parce qu'on a des pensées qui nous traversent tout le temps, et surtout en termes de besoins pris en compte ou non dans les situations de vie qu'on rencontre. Et donc, c'est une manière d'être en relation les uns avec les autres qui invite à être à l'écoute de, OK, c'est quoi les besoins pour moi dans cette situation qui sont pris en compte ou non? C'est quoi les besoins pour toi qui sont pris en compte ou non? Et comment on trouve une manière d'agir ensemble, ou pas ensemble d'ailleurs, qui prennent en compte des besoins de chacun avec l'idée de base que mes besoins et tes besoins, ils ont une importance égale. Ah, Y a oui. personne qui prime sur l'autre. Hmm. Voilà, ce serait la version ultra synthétique de la communication non violente. Oui. Dans mon expérience, très souvent, c'est le résultat qui prime, c'est le contenu qui prime, et le contenu et le résultat, ils sont importants, évidemment. Hmm. Il s'agit surtout de pas dire que ça l'est pas. Mais par contre, très souvent, la grande oubliée, c'est la qualité de la relation, avec tous les impacts que ça a sur le contenu et sur le résultat, en fait. Oui. Et donc, se donner les moyens de prendre soin de la relation, alors même qu'en plus, très souvent, il y a des mythes de c'est compliqué, ça prend du temps, alors qu'en fait, non. Bah, oui, ça prend un peu de temps parce que, bah, comme dans tout, enfin, si j'investis un peu, j'investis. Mais en fait, le temps que ça fait gagner à ne pas ramasser les morceaux d'une relation qui fait des dégâts, d'une relation qui a des impacts sur le résultat qu'on veut obtenir, en vrai, c'est démentiel la différence d'investissement Hmm. et de résultat entre je prends soin de la relation et je prends pas soin de la relation. Donc, oui, on va s'occuper du contenu, oui, on va s'occuper du message, mais on va aussi s'occuper de quelle manière c'est dit. Et ça, c'est fondamental. D'accord. OK. OK. Est-ce que tu auras un exemple? Voilà, Ouais, une et ben, situation. pas plus tard que ce matin, j'ai écrit un post sur LinkedIn et sur Facebook à ce sujet. C'est que très souvent en entreprise, alors moi maintenant, évidemment, ça se développe de plus en plus, cette conscience-là, mais très souvent, on est en objectif résultat. En Hmm. objectif, il faut gérer l'opérationnel et tout est fait pour qu'on soit sur de l'opérationnel, donc on traite les employés comme des employés qui viennent travailler dans un cadre qui est fait pour le travail, qui est aux normes de sécurité, mais voilà. Et on ne s'occupe pas de tout le reste, Hmm. tous les facteurs qui en fait vont influer sur la manière dont l'employé travaille. Est-ce que le travail il fait sens pour lui? Est-ce que l'environnement de travail il est serein, sain? Est-ce que les relations avec les collègues elles sont de bonne qualité? Est-ce que le travail que la personne fait, il fait sens? Est-ce que la personne, on lui dit quand elle contribue
dans la dynamique de l'entreprise, c'est quoi la place et l'impact de ces actions sur la dynamique Ouais. collective. Et tout ça, c'est prendre soin de la relation. Mm. Mm. Prendre soin de la relation, c'est pas uniquement la manière dont je te parle, c'est dans quelles conditions tu travailles. Et aujourd'hui, au travail, il y a des gens qui s'épuisent. Le burn-out, c'est connu. Il y a des gens qui s'ennuient. Le bore-out, c'est la nouvelle maladie. Ouais. Nouvelle entre guillemets, parce que ça fait quelques années maintenant. Et en fait, les deux parlent de comment on ne sait pas prendre soin des gens qui viennent travailler. Mm. Et alors, bien sûr, là-dedans, en plus, il y a les conflits au travail. Déjà, les conflits entre collègues du même niveau, mais le conflit entre hiérarchies, les ambiances très, très délétères qui créent beaucoup de dégâts. Et ça, en fait, la communication non violente et plein d'autres formes, d'ailleurs, de communication, de médiation, vont soutenir la restauration d'un climat dans lequel il fait bon vivre et donc il fait bon travailler. Et donc, le résultat, derrière, il se fait Ouais. sentir. Ouais, ouais. Bon, moi, maintenant, je travaille plus en entreprise, mais enfin, je travaille avec des entreprises, mais j'ai plus de collègues autour de moi. Mais c'est vrai que on a tendance à vraiment, au bout d'un moment, ne plus se voir, ne plus se regarder. Et puis, on a cette faculté aussi d'occulter ce qui ne va pas avec un sourire ou un visage Mm. neutre en disant oui, ça va. Après la formule bonjour, ça va? Oui, ça va. Ouais, Et c'est vrai que là, ce que tu me dis, en tout cas, c'est super chouette, c'est on met un peu plus de considération sur la personne. c'est ça. En maïesthésie, on parle d'être. Mm. Mais on met un peu plus de considération sur la personne, sur ses besoins. Et enfin, on a tous en nous le besoin d'exister. Et le Mm. besoin d'exister, il est forcément dans le regard des autres aussi. Aussi. Ouais, ouais, Et d'accord. puis, ce que je disais dans mon poste de ce matin, parce que ça me semble fondamental, c'est que si je considère que l'aspect compétence employée de la personne, en fait, j'oublie que c'est l'être humain qui rentre travailler ce matin, c'est un être complexe qui, en même Hmm. temps qu'il est employé, est aussi père de famille, Ouais, fils, frère, ami, ouais. amant. Hmm. Il a des soucis, il a des intérêts, il a des passions, Hmm. et il arrive avec tout ça sur le lieu Hmm. de travail. Donc, si je considère pas qu'il y a cette complexité-là interne déjà, et que cet être-là, dans son travail, il rencontre d'autres gens qui ont aussi un monde gigantesque interne, et que ces mondes vont se rencontrer. Puis selon ce qui s'est passé ce matin, entre le moment où je me suis réveillé et le moment où je pars travailler, je n'arrive pas du tout pareil qu'hier ou que demain, Hmm. et que juste on attend de moi que je sois opérationnel pareil en mode machine, on passe complètement à côté du fait que, en fait, non, c'est un humain là dont on parle. Et que Hmm. si tu veux que cet humain il puisse être au service du travail, il faut aussi que tu te rendes compte que il faut prendre en compte son humanité. Hmm. Sinon, achète des machines et la machine, quelle que soit son émotion du matin parce qu'elle n'en a pas, si la machine elle fonctionne, tu appuies sur le bouton, la machine elle travaille. Et ça, pour moi, il y a beaucoup plus d'entreprises aujourd'hui qui en ont conscience qu'avant. Donc, Youpi, c'est vraiment en train de bouger. Mais il y a encore tellement d'entreprises pour qui c'est pas du tout acquis. Euh, et ça crée la crise sociétale dans le travail qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens ouais, qui s'épuisent, qui deviennent fous, enfin, voilà, qui prennent Ouais, des oui. antidépresseurs. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah, merci pour cette petite introduction. Et Avec plaisir. tu nous parlais de l'entreprise, tu interviens aussi auprès des particuliers, comme Mhm, moi je suis venu te voir. tout à fait. Euh, et donc, ouais, la question c'est comment tu as découvert déjà la CNV? Alors, c'est très simple. J'ai découvert la CNV en 2010, Ouais. après un choc de vie assez intense, puisque, en fait, je venais d'arrêter le conservatoire de comédie musicale et les arts martiaux, qui étaient les deux trucs qui me prenaient 40 heures par semaine, hein. Ah oui. Et je les ai arrêtés de manière très abrupte. C'est-à-dire que dans la même semaine, j'ai fait un casting de comédie musicale où je me suis planté magistralement et je me suis dit plus jamais je veux faire de comédie musicale. Donc vraiment une réaction hyper extrême. Et puis je suis arrivé au dojo la veille et en arrivant au dojo, en mettant les pieds sur le tatami, je me dis qu'est-ce que je fais là? Hmm. Et ça faisait plus aucun sens d'être là. Donc vraiment en 3 jours, la totale. Ouais, Et ouais. donc je me dis faut que je parte. T'as fait un burn-out. Ouais, certainement. Mais vraiment, voilà un truc qui m'est tombé dessus, tu vois. Et donc, je Ouais. me dis, il faut que je parte me rafraîchir en Bretagne.
Hmm. Et là, mon ami Célestin me dit, est-ce que tu as vu ce livre? Mon cousin me l'a prêté, lis-le. Je te fais la version courte. Je finis par lire ce bouquin et c'est une épiphanie pour moi, Ouais. gigantesque. Et quand je te dis gigantesque, c'est vraiment, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle qui étaient dans ma tête Hmm. et où je voyais pas l'image se regroupent à la vitesse de la lumière et que tout devient clair. Tu vois, D'accord. Tu veux je lis dire que ça en 2010. tu avais déjà les images, tu avais déjà les pensées, c'était quelque chose qui existait déjà dans ta J'avais les tête? Ah, questions, en tout d'accord. cas. Ah, tu avais les Tu questions. vois, j'avais les questions de comment ça se fait que le monde il est violent. Il existe forcément une manière d'être dans un monde qui n'est pas violent comme ça. Comment c'est possible que ce que je vis et ce que j'observe au quotidien, ça puisse exister. Tu vois. Hmm. Et là, le Hmm. livre qui était donc Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas Danzbourg me recolle tous les morceaux, mais vraiment, vraiment une épiphanie. Tu vois, j'ai vu la Sainte Vierge, quoi. Et donc, dans la foulée de ce bouquin, on est en juin 2010, je me dis, il faut absolument que j'aille faire des stages de ce truc. Et il n'y a aucun stage dispo à Paris à l'époque avant janvier 2011. Donc, j'attends 6 mois. Ah oui. Et quand je vais faire mon module 1 et 2, parce qu'à l'époque, j'ai fait les deux modules collés en 4 jours, là, vraiment, c'est une transformation gigantesque. Je reconnecte à des trucs que j'avais enfouis depuis toujours, et notamment une certaine partie de ma joie de vivre, qui passait par accueillir le trauma gigantesque en lien avec pourquoi je l'ai enfoui. Même si j'avais déjà commencé la thérapie avant, là, le fait de faire la CNV, ça a vraiment recalibré un truc. Et puis, je suis tombé dedans. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce truc. J'ai fait 25 jours de stage en un an. J'ai très vite voulu devenir formateur certifié. J'ai fait la certification en 3 ans. Et puis après, bah, me voilà. Ouais. C'est à ce moment-là, tu t'es le plus rendu compte de la violence dans laquelle on était, enfin que tu étais toi. C'est pas tant que je m'en sois le plus rendu compte à ce moment-là, parce que j'en étais bien conscient, hein, avec le passé que j'ai eu jusqu'à ces 28 ans. J'étais bien dosé sur la violence. Ouais. Mais c'est surtout là que j'ai eu les réponses à Hmm. comment on peut faire autrement. Elles Ah, sont où les clés? d'accord. Pourquoi, en fait, le monde fonctionne aussi violemment? Parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que j'avais lu, et puis après, j'ai lu énormément, évidemment, mais c'est que, outre le fait que ça apporte des solutions, ça explique les fondements Hmm. de comment on crée un système violent, comment on en vient à être dans une dynamique sociétale, individuelle, relationnelle, dans laquelle, comme on a appris que les schémas de violence, on reproduit que les schémas de violence. Hmm. Comme on a un modèle éducatif qui est basé sur la punition, on ne sait que punir. Hmm. Comme on a un modèle qui ne fait que séparer, mettre les gens dans des cases, on n'apprend que à mettre dans les cases et à séparer. C'est pas parce que les gens sont idiots qu'il y a de la violence. C'est parce qu'ils sont conditionnés dans un système où on leur a pas montré qu'il y avait d'autres chemins. Hmm. Et ça, outre le fait que ça m'a vachement soulagé, parce que je me dis, en fait, il suffit d'éduquer les gens à autre chose. Ça m'a surtout dit, OK, il y a une voie qui existe pour que je me comporte de moi à moi de manière moins violente, parce que la violence de soi à soi, c'est déjà une violence gigantesque. Et puis, petit à petit, en créant de la paix dans mes relations, je vais aussi changer le monde. Et puis en donnant des stages, je vais aussi changer le monde. Et donc, j'ai le pouvoir dans ma main de créer le monde dans lequel je veux vivre, qui n'est pas du tout le monde dans lequel j'ai grandi. Ah, d'accord. Ce monde dans lequel tu as grandi, il était violent à ce point-là? Ah bah alors, pour t'en faire une petite image facile, jusqu'à ce que j'ai 10 ans, je vis au paradis, Hmm. globalement, hein. C'est-à-dire que, il y a des soucis, évidemment, mais ça va, tu vois. Je suis à l'école primaire, c'est génial, tout va bien, j'ai mes copains, on joue au foot, à l'école, ça va bien, je suis dans Ouais. une famille aimante, enfin bref, c'est Hmm. génial. Hmm. Et puis, tout va s'effondrer parce qu'il va se passer deux trucs presque coup sur coup. Quand je vais rentrer au collège, mon père va tomber malade de leucémie et l'hôpital va lui dire clairement, vous avez 6 mois à vivre. Chose que ma mère va me dire, évidemment, parce que ma mère avait pas envie de nous cacher ça, moi et mon frère. Et donc moi, évidemment, angoisse gigantesque, hein, parce que d'un coup, un truc que j'imaginais même pas qu'il Ah, existe, tu vois, ouais. Ouais. la conception de la mort, elle est là, mais elle est pas là. Hmm. D'un coup, elle apparaît, et en plus, on me dit c'est ton père, et il a 6 mois. Hmm. Et mon père va vivre 13 ans, en fait. Et donc, passé les 6 mois, chaque jour où mon père n'est pas mort, j'attends qu'il meure, parce qu'on m'a dit qu'il allait mourir. Donc, il y a une espèce de stress constant de quand est-ce que mon père il meurt, tu vois, ce qui n'est pas hyper détendant. Non. En parallèle de ça, quand je vais rentrer en cinquième, alors à l'époque, je fais 1,20 m, je suis HPI, donc j'ai des compétences et des fonctions cognitives assez particulières. Je suis premier de la classe hyper facilement. Et dans le collège où je suis, on a les examens semestriels, c'est-à-dire tous les semestres, tous les élèves au même niveau sont évalués. Et le truc punitif et comparatif par excellence, les résultats sont affichés dans la cour par classement du premier de moyenne au dernier de moyenne. Donc tout le monde sait c'est qui a eu 3 de moyenne ou générale. Donc dans la série humiliatoire, tu peux y aller. Et puis tout le monde sait c'est qui le premier. Donc dans la série je suis jaloux, tu peux y aller Hmm. aussi, quoi. Ouais.
Donc moi, je suis premier avec 2 points d'avance de moyenne sur tout le monde. Genre, j'ai 20 à tout, tu Mm. vois. Mm. En foutant rien. C'est-à-dire que moi, à la maison, je fais rien. Je vais en cours, j'entends, c'est Oui, bon. oui, t'entends, tu assimiles. Mm. La deuxième, elle fait que bosser. Elle passe ses week-ends à travailler. Elle sort pas, tu vois. Elle est vénère. Ça veut dire, devant elle, il y a le mec qui fout rien. Il a 2 points d'avance de moyenne. Les boules, je comprends, hein. Mm. Donc, grosse jalousie. Les résultats viennent d'afficher. On est en récréation. Et on parle avec le surveillant, avec un pote à moi, là. Et on parle des examens semestriels, des résultats. Et puis, le surveillant demande à mon pote, alors, comment t'es arrivé combien, nana? Et là, il lui dit cette simple phrase très anodine. Rappelons-nous, je fais 1,20 m à l'époque, hein, tous mes potes, ils font 1,40 m Oui, oui. au moins. Il lui dit, mais tu vas pas te laisser battre par ce nain. Phrase anodine, s'il en est. Anodine, si ce n'est que, à partir de ce moment-là, en quelques jours, mon prénom va disparaître. Et que tout le collège m'appelle le nain. Mm. Et que ce faisant, alors que j'ai pas réussi à faire stop à ça, évidemment, parce que bien entendu, j'aurais fait stop dès le départ à la première occurrence, potentiellement l'affaire s'arrête. Mais je ne l'ai pas fait. En plus du nain, va apparaître toutes les violences qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que je me faisais tabasser tous les jours physiquement, psychiquement, avec des trucs. On mettait des affaires dans mon sac en disant que je les avais volées. En cours de chimie, on mettait des affaires dans mon sac et on retournait mon sac. On disait, ah madame, vous avez vu, il a volé ça. On prenait mes affaires, on les jetait dans tous les coins de la cour. Je prenais des coups littéralement toute la journée, des insultes, des moqueries. Enfin, vraiment un truc, bah, ce qu'on appelle aujourd'hui très clairement le phénomène du bouc émissaire et du harcèlement, qui à l'époque est un phénomène pas connu, qui sont des jeux d'enfants, à grosses guillemets, hein. Et ce truc va me poursuivre pendant des années. Ça va être le collège. Mais quand je vais sortir du collège, quand j'arrive au lycée, en fait, je suis dans une peur traumatique gigantesque qui se passe la même chose. Et il va se passer la même chose dans une moindre mesure, mais quand même. Le surnom va changer, la fréquence des coups va changer, la forme que ça prend va changer, mais ça part quand même. Quand j'arrive à la fac, c'est la même. Quand j'arrive en BTS, c'est la même. Et puis un jour, ça va s'arrêter parce que je vais faire de la thérapie, parce que je vais faire des arts martiaux et que si maintenant tu viens me taper, eh ben, je vais te le rendre. Ouais, ouais. Et puis que j'ai grandi aussi, donc je fais plus 1,20 m. Mm. Mais ça va me hanter pendant 10 ans. 10 ans pendant lesquels mon père est donc malade à la maison, où ma mère passe tout son temps soit au travail, soit à s'occuper de mon père, à faire des allers-retours à l'hôpital. Donc elle s'occupe très peu de nous. Pas parce qu'elle veut pas, mais parce que juste elle a 24 heures dans une journée, puis c'est une humaine, quoi, tu vois. Et puis, c'est très très dur parce que mon père, il est très très impatient parce qu'il prend des médicaments qui mettent son système nerveux dans un état déplorable. Donc le moindre truc, ça le tend, tu Mm. vois. Et donc, bah oui, bah moi je suis un enfant, je suis un ado. Enfin, tu vois, j'ai pas du tout la capacité empathique que j'ai aujourd'hui, tu vois. Si tu me donnes la capacité empathique d'aujourd'hui, que tu me l'injectes quand j'ai 10 ans, ma vie, c'est pas la même, hein. Ouais, ouais. Mais à cette Donc, époque-là, je fais ce que je peux, c'est-à-dire je fais pas comme- grand-chose pour aider le calme à la maison. Mm. Et donc, tout ce climat-là, il va être hyper violent, outre le fait que le monde à l'époque est déjà hyper violent. Moi, j'habite dans un quartier à Paris où il y a globalement 95% de gens qui sont d'origine ou de parents d'origine Maghreb et Afrique noire, avec mon père qui a très très peur de ces populations. Donc, je grandis aussi dans un climat de peur parce on m'inculque quelque chose que ces gens sont dangereux. Et donc, je grandis encore plus avec ce stress-là. Et puis, ma mère, elle a peur de tout, donc je grandis aussi dans un stress. Enfin, ça Waouh. me fait un cumul de Ouais, trucs où mon système nerveux, il est comme ça tout le temps, tu vois. ouais, ouais. T'es tout le temps aux aguets, j'allais dire, mais C'est ça, c'est pas ça sur le qui-vive. Ouais. Mm. c'est ça. Donc, si tu Mm. veux, la violence et le stress, je connais. Ouais. C'est le référentiel, tu vois. Quand je découvre le bouquin, je me dis pas de quelle violence il parle, tu vois. Ouais. Et Ça tu va, j'ai grand le... et tu grandis avec ça. Mm. Ouais, et en parallèle de ça, j'ai envie de souligner ça aussi, c'est que je grandis aussi avec et d'ailleurs, heureusement, avec des référentiels d'amour gigantesques. C'est-à-dire que ma grand-mère, je dirais toujours, et ma marraine, elles m'ont sauvé la vie tous les jours du collège. C'est-à-dire que tous les jours du collège, je prends le bus pour aller du collège à chez ma grand-mère. Il y a 20 minutes de bus. S'il n'y a pas de bus parce qu'il y a la grève, j'y vais à pied. Ça fait 40 minutes à pied. Mais je vais aller voir ma grand-mère tous les jours, Ah, sauf oui. les rares fois où j'ai rendez-vous chez le dentiste, machin. Mais il pleuve, il neige, il vente, il grêle. Je vais chez ma grand-mère. Pourquoi? Parce que après tout ce que je viens de vivre comme violence au collège dans une journée, il faut que j'aille à l'endroit où l'amour il est le plus Mm. biodisponible. Et Mm. ma grand-mère, c'est l'incarnation du Mm. don d'amour que ma mère et mon père peuvent pas me donner sous cette forme-là parce que ils sont pas disponibles. Ouais, ils sont pas disponibles. Mm. Et Mm. ma grand-mère, elle m'a sauvé. C'est-à-dire que quand à 20 ans, je monte sur mon balcon du 6e étage en me disant je vais me jeter la tête la première et j'en ai marre de cette vie et je vais mourir. Quand je me retrouve sur le balcon prêt à sauter,
la première phrase qui vient, c'est pas tant que ta grand-mère est vivante. Et je redescends, Ah ouais, c'est tu super vois. touchant ce que tu nous dis. Hmm. Et ça aussi, c'est ma grand-mère qui m'a sauvé à ce moment-là, Hmm. tu vois. Et donc, pour moi, heureusement qu'il y a aussi tout ça. C'est-à-dire qu'en même temps que j'expérimente, et c'est ce que dit Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV, lui il se pose les mêmes questions quand il est petit. En même temps qu'il vit la violence et où il est bouc émissaire, lui, parce qu'il est juif, dans un milieu où on déteste les juifs, il voit à la maison son oncle et son père qui prennent soin de sa grand-mère et il se demande comment c'est possible qu'il y ait d'un côté cette archi-violence et de ce côté ce don de soi, cet amour. Hmm. Tu vois. Et comment Hmm. c'est possible que le monde ne soit pas dans l'expérimentation de ce don de soi, de cet amour, de se prendre soin, que lui, il voit aussi, tu vois. Et ça, Ouais, cette dichotomie, moi, je l'ai expérimenté de manière gigantesque. merci de nous parler de ton intimité. Avec C'est plaisir. su- Et donc, tu nous parles, j'ai juste envie de faire une petite parenthèse sur cette grand-mère. Qu'est-ce qu'elle t'apportait? Tu nous parles d'amour. Ouais, C'était cette petite bulle d'amour que tu allais chercher tous les jours. ouais. Elle était aimante à ce point-là, cette grand-mère. Ah ouais, ouais, ouais. Mais, en fait, ça va plus loin que ça, parce que je ne sais pas si tu te souviens d'une séance qu'on a fait tous les deux sur mon addiction au sucre. Hmm. Ouais. Eh ben, je me souviens t'avoir dit dans cette séance que chez moi, le référentiel amour, il était collé au référentiel sucre. Hmm. Pour une raison simple, c'est que chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, donc c'est-à-dire tous les jours, elle savait que j'allais venir, évidemment. Et donc, à chaque fois, elle avait acheté à la boulangerie un truc pour que je le mange Hmm. au goûter. Et donc, dans mon inconscient d'enfant, j'ai associé l'amour, c'est ce truc de sucre, et évidemment le moment partagé de qualité avec ma grand-mère. Mais c'est ce moment où elle a pensé à moi, elle m'a acheté une sucrerie, une pâtisserie à la boulangerie. Et Hmm. donc, en fait, pour moi, mon référentiel d'amour, avant que mon fils y naisse, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel, l'amour où je te donne, l'amour où vas-y, viens comme t'es, viens te poser dans le havre de paix, c'est chez ma grand-mère. Hmm. Ma grand-mère qui a une vie absolument dure. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a développé ses qualités d'amour. Ma grand-mère, elle a une vie absolument hardcore. J'aime pas comparer les violences et les souffrances, mais ma grand-mère à côté de moi, sa vie, elle est tellement pire. Hmm. C'est dire le niveau du truc. Il y a des gens surprenants. Tu vois, et en fait, son niveau de résilience et son choix, conscient ou non, de dire, OK, en fait, moi, je vais développer l'amour. Hmm. Moi, je vais prendre soin. Il est gigantesque. Ma grand-mère, je l'ai toujours vu traiter ses enfants, ses petits-enfants avec soin, avec amour. Ça ne veut pas dire qu'elle se laissait marcher dessus, hein. Ma grand-mère, 1,55 m, fallait pas venir la faire chier. Euh, mais tout le monde allait chez elle. Tu vois, le samedi midi, dans un appartement qui avait clairement pas la place de contenir tous ces gens-là, on pouvait être 12 dedans. Il n'y avait pas assez de place pour s'asseoir. On s'asseyait par terre. On restait debout contre les murs parce que c'était l'endroit où on avait envie d'être. Ouais, Parce que ouais. ça suintait l'amour. Parce que c'était là, le Hmm. lieu. Hmm. Donc, pendant toutes ces années, jusqu'à temps que tu rencontres euh, Marshall Rosenberg dans un livre, tu te posais les questions de pourquoi toute cette violence. Ouais. Ouais. Et comment faire pour sortir de ça? Oui, c'est ça. C'était pas tellement OK, c'est OK, il y a de la violence, mais comment je fais pour sortir de ça? Quand tu dis sortir Ouais. de ça, c'est tu avais le sentiment d'être violent aussi avec toi-même? Je crois que j'avais pas conscience de ça. Non. Alors, j'en avais pas conscience. Je pense que si. Il y a des moments où je le voyais, parce que notamment, ce que j'ai pas dit, parce que il y a plein de trucs dans ma biographie intéressantes, mais j'ai Hmm. été alcoolique, Ouais. alcoolique social, c'est-à-dire qu'en fait, je ne pouvais pas être en relation avec des gens en soirée sans avoir bu de l'alcool et pas qu'un peu. Hmm. Et donc, dans les 10 minutes où j'arrivais quelque part, j'avais bu 1 litre de n'importe quoi, hein, le premier truc qui passe, tant que ça se boit. Ce qui était pratique, ça permettait d'être anesthésié de ma phobie sociale, parce qu'évidemment, j'étais phobique sociale avec ce que j'avais vécu. Et donc, ça me permettait de rester là, parce que sinon, c'était impossible. Enfin, voilà. Alors, c'était l'alcool, puis c'était la nourriture aussi. C'est-à-dire que je pouvais m'anesthésier aussi avec le sucre, avec, il fallait qu'à un moment donné, quelque chose Tu coupe. te remplisses avec quelque Voilà, chose, c'est ça. ouais, ouais, Mais ouais. l'alcool, il a un pouvoir inhibiteur qui est Hmm. différent du pouvoir de la Forcément, nourriture. ouais. C'est ça qui me permettait d'être en relation. C'est-à-dire que, en relation aussi avec moi-même. Mais c'était hyper violent de m'infliger ça. Hmm. Parce que ça veut dire qu'en fait, au lieu de reconnaître, là, je suis pas bien, Ouais. les circonstances sont pas saines pour moi, Hmm. j'ai une terreur d'être en lien avec les gens, de quoi ça parle, va t'en occuper. Je faisais taire ce truc en moi à coup d'alcool pour pouvoir être en relation.
Et en fait, je comprends l'intention de ça parce que si je l'avais pas fait, j'aurais été en relation avec personne. J'étais à un endroit de traumatisme interne gigantesque. Mais en même temps, c'était tuer à gauche pour partir à droite. Tu vois? Oui. Et il y a Ouais. toujours quelqu'un qui est oublié dans le bateau, quoi. Ouais. Euh, J'ai juste envie de faire une parenthèse là sur ce que tu ouais. dis parce que c'est c'est euh, c'est super intéressant. C'est effectivement l'alcool dans ce cas-là. Alors ça peut être autre chose, hein. En myostésie, on parle d'une compensation. Mm. Euh, mais la compensation, elle est là, elle est juste, et elle est juste. C'est ça. On est des êtres qui, si on a un mal-être, si on a des difficultés, si on a un manque, on va le compenser. Mm. Et c'est tout à fait, et c'est tout à fait normal. Après, il y a Mm. des excès, mais c'est tout à fait normal. Et donc, on considère que la compensation, elle a une bonne raison d'être là. Tout à fait. Et tu nous en parles très justement en disant heureusement aussi qu'elle était Mm. là. C'est Euh, ça. Encore une fois, sauf si après ça part dans des trucs un peu trop compliqués, mais j'ai envie de m'adresser aux auditeurs. Si vous vous reconnaissez dans quelque chose, et on en a tous un petit peu des compensations, après elles sont plus ou Ouais. moins fortes, mais des fois on se dit, ouais, j'aimerais bien arrêter ci, j'aimerais bien arrêter ça, et c'est juste, ouais, mais c'est bien aussi, enfin, elle a une bonne raison d'être là, quoi. Voilà, Tout à c'était fait. une parenthèse. Ouais, et je te remercie de dire ça parce que moi, j'aime bien dire que l'alcool, le sucre et les jeux vidéo m'ont sauvé. Hmm, Mais littéralement sauvé. C'est-à-dire que euh, moi, sans l'alcool, j'aurais jamais pu être en relation sociale avec les gens. ouais. Sans le sucre, parce que ma grand-mère, je l'ai vue pendant tout le collège, mais après, quand j'étais au lycée, c'était plus compliqué. Mais donc, comme j'avais associé sucre égal amour, et ben, au lieu d'aller chez ma grand-mère, je rentrais chez moi et je mangeais des gâteaux, et puis pas qu'un peu. Hmm, Et le sucre m'a sauvé. oui. Et puis, je jouais aux jeux vidéo au point où, à une époque, j'ai joué 20 heures par jour, littéralement. Waouh. Ah ouais, parce que la phobie sociale, elle faisait qu'en fait, j'avais pas d'amis, que je me sentais très seul, qu'il n'y avait aucun sens à ma vie, que j'avais l'impression de servir à rien. Et dans le jeu vidéo, bah, je joue un personnage qui est puissant, qui est quasiment increvable, que tout le monde reconnaît comme puissant, tout l'inverse de ce que je vis. Bah ouais, bah Hmm, c'est l'endroit où j'ai construit l'amour de moi, c'est l'endroit où j'ai construit l'impression d'avoir de la compétence. hmm, S'il n'y avait pas eu les jeux vidéo, je serais peut-être mort depuis longtemps. Ça ne veut pas dire aller jouer aux jeux vidéo 20 heures par jour. C'est surtout pas le message. Mais comme tu dis, c'est une compensation. Et que jusqu'à ce que j'ai vu de quoi je suis en train de prendre soin en compensant, je ne peux pas changer cette compensation. hmm, Merci la thérapie. Avec les années, j'ai vu de quoi je prenais soin en utilisant ces ressources-là. Et j'ai pu arrêter de prendre soin de cette manière-là, en prenant soin d'une manière qui est plus saine pour moi. hmm. Aujourd'hui, je joue plus aux jeux vidéo. Ça a des séquelles quand même, parce qu'évidemment, jouer à 20 heures par jour, ça a des séquelles sur le cerveau. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est mon chemin. Et je Et, continue à vivre et je fais ce que j'ai avec enfin, ce que je fais avec ce que j'ai. hmm. Euh, Si on poursuit le fil, donc ouais. tu fais cette formation en CNV, tu deviens formateur à une vitesse express, Mm. et tu fais le choix d'enseigner. Dans ce choix d'enseigner, si tu mets l'attention dessus, quelle intention tu as à ce moment-là? C'est de diffuser, c'est quoi? Je C'est peux, d'être différent, c'est quoi d'après toi? bah, ce dont je me rappelle avec certitude, c'est que quand je commence le parcours de certification, je sais pourquoi je le fais. C'est à la fois parce qu'il y a l'idée d'être formateur, Hmm. mais surtout parce qu'il y a un truc en moi qui dit l'élite de la transmission, elle est là où on forme les formateurs. Donc, que je sois formateur ou pas, je veux aller chercher la CNV là-haut, D'accord, tu sur voulais la l'élite. montagne. Ouais, Tu d'accord. Tu vois. voulais monter tout en haut. Hmm. Et effectivement, très clairement, même si ce que j'avais vécu dans les formations CNV était de très bonne qualité, il y avait un autre niveau, quoi. C'est-à-dire Hmm. qu'on était avec des gens qu'on côtoyait Marshall Rosenberg pendant 25 ans, Hmm. en omniprésence ou presque, hein, tu vois. Et donc, c'était imprégné chez ces femmes à un niveau. Et moi, j'ai appris juste en les regardant, tu vois. Juste Hmm. en les voyant être, je recevais des leçons tous les jours, quoi. Donc, ça, c'est déjà, mon intention, c'était d'aller chercher ça, la quintessence de la transmission, pour affiner chez moi toujours ça, pour pouvoir l'incarner, déjà, indépendamment de ce que je vais le transmettre ou pas. Et puis pour le diffuser dans mes relations, évidemment, parce que moi, je voulais changer le monde, hein. Clairement, mon intention, elle n'était pas autre que ça. À chaque fois, mon rêve, c'est qu'il n'y ait plus jamais d'enfants dans le monde qui vivent ce que moi j'ai vécu. Mon rêve, c'est que plus jamais on puisse dire à l'hôpital à quelqu'un, monsieur, vous allez mourir dans 6 mois avec un froid.
et une absence de tact et d'empathie aussi gigantesque que ce qu'on a fait avec mon père et toutes les violences dont j'ai été témoin, tu vois. Donc, au départ, il y a ça, c'est qu'il y a une volonté très forte de changer le monde. Et puis, à l'époque, je travaille aussi en milieu scolaire et je vois l'omniprésence de la violence au milieu scolaire et je veux changer le milieu scolaire absolument, tu vois. Je veux que la prochaine génération d'enfants, elle grandisse en apprenant dès la maternelle euh, comment on peut être à l'écoute les uns des autres, comment il y a de la place pour tout le monde, comment il y a de la place pour la différence, comment on peut prendre soin des besoins et que plus jamais la punition soit un moyen pour régler les conflits, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je pars avec tout ça en me disant, si déjà j'arrive à transmettre ça, j'ai fait ma part. Je suis venu te voir, mais on peut voir ça dans tout stage, toute pratique où on va à la rencontre de soi, enfin, où on prend le temps un petit peu de se poser et de se regarder, de mettre l'attention à l'intérieur de ce qui se passe. Il y a dans ces stages beaucoup de... Ça remue, hein, Ah oui, forcément, ça remue énormément. Et clairement. quand tu vois que ça remue chez les gens, ça te fait quoi, toi? Eh ben, je suis ravi. Ah ouais. Ouais, je suis ravi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont anesthésiés Hmm, du sentir hmm. pour faire en sorte que ça remue pas parce qu'on leur a jamais appris à accueillir ce mouvement-là, qu'on leur a peut-être parfois même donné des baffes parce que ça remuait, des baffes physiques ou psychiques, peu importe, Oui, ça arrive. Oui. et qui se sont interdits de sentir Hmm, cette vie, et que cette hmm, vie, elle est fondamentale, que ça remue dans la joie ou dans la douleur, hein. Donc moi, quand les gens, ça bougeait plus et que ça rebouge, ça va être potentiellement très inconfortable pour les gens, mais je leur dis, génial, ça y est, la vie, elle revient là. ouais, c'est sûr. Et on va accompagner ça, Hmm, tu vois. hmm, hmm, Et je cherche pas à ce que l'inconfort vienne chez les gens à tout prix, parce que c'est surtout pas le sujet. Par contre, quand il vient, je vais pas faire en sorte de l'esquiver, je vais l'accueillir. hmm, On va aller rencontrer l'inconfort et voir de quoi ça parle. Et on va voir qu'on a les ressources, en fait, pour vivre cet inconfort. Et que c'est génial d'avoir les ressources, parce que ça veut dire que quand il y aura d'autres inconforts, plutôt que de m'anesthésier la prochaine fois, je peux rester avec ouais, et je peux voir le cadeau qu'il y a derrière l'inconfort. De quoi ça me parle? Ça me parle de mes besoins, ça me parle de ce que je vis qui n'est pas confortable et que j'ai pas envie de vivre. Ça me donne les ressources de faire des demandes à moi-même ou aux autres pour changer la situation. hmm, Bref, ça me redonne un pouvoir gigantesque sur ma vie. hmm, hmm. Donc génial, ça remue. Bienvenue. Je souhaite que tu parles d'anesthésie. J'ai des gens qui viennent me voir et qui n'accèdent plus à leur sensibilité. Mm. Il leur faut plusieurs séances avant de fondre en larmes. Mais c'est pas dans la tristesse, mais c'est d'enfin de se rencontrer. Ouais, Et ça, enfin, j'aime beaucoup ce moment-là. J'aime beaucoup ce ouais, moment-là où ça y est, ça vient. Et là, je ouais. peux aller à la rencontre de moi, de ce qui m'a fait mal, Mm. de ce que j'ai envie aujourd'hui de changer, le monde Ouais. que j'ai envie de construire avec ça. Ouais, Ouais, super. et moi, je vois que j'ai coutume de dire aux gens, merci de ce cadeau. Mm, Parce qu'en même temps qu'ils se font le cadeau à eux de manière évidente, parce qu'il y a une renaissance possible à partir du moment où ça y est, la lumière passe à travers la carapace, c'est un cadeau gigantesque pour le groupe, mm, parce que ça autorise les autres. Parce que ça dit au groupe, je suis suffisamment en confiance et en sécurité avec vous pour révéler ça. Que le groupe en ait conscience ou pas. Et donc moi, je nomme ça au groupe. mm. Je dis, voilà, là, ce qui vient de se passer, ça dit ça, de ce qui se Ouais. passe, de notre Mm, interaction. mm, Ça veut aussi dire que là, quand tu vas partir de ce stage, reste en lien avec les gens avec qui tu viens de vivre ça parce que c'est des gens avec qui tu es suffisamment en sécurité pour oser te montrer. Et donc, c'est des gens, si à un moment donné tu vis quelque chose qui est difficile, s'il y a quelque chose qui ressurgit, vous allez pouvoir vous appeler, vous allez pouvoir avoir un espace d'écoute de ça et où tu sais que c'est possible de poser ça sans qu'on te dise arrête de pleurer, pleure pas, t'es pas une mm, tapette, les mm, filles, ça mm, se met pas en colère, mm, mm. demande pas parce que t'es pas censé t'occuper des autres, de toi, occupe-toi des autres. Non, Ouais. juste Ou prends le les bons, centre, c'est ta place. ouais. Ou les Vas-y, bons conseils. c'est ça. J'ai envie de faire plein de parenthèses là. On se parle et ça me fait penser à plein de choses. Ouais, on vient de faire un week-end yoga et danse avec Isabelle. Mhm, Isabelle faisait le yoga, moi la danse. Et à la fin, et le thème c'était la joie. mhm, Et à la fin des 2 jours, il y a quelqu'un qui me dit, je viens de me rendre compte que j'avais peur de la joie. mhm.
Waouh. Waouh, tu vois, Ah ouais, quel cadeau. incroyable. Ah ouais, bah ouais. Ça vibre encore là, quand je te le dis. Tout C'est chouette déjà de pouvoir le dire, tu te rends compte? à fait. Le- une personne qui doit avoir 45 ans, tout d'un coup, se dit, Mm. mais finalement, je vois que j'ai peur. Et après, en parlant un petit peu avec elle, mais oui, parce que quand j'étais jeune, gamine, j'avais de la joie et on m'a enlevé ma joie. Elle a eu des événements qui ont été forts, qui l'ont meurtrie. Bah oui. Et donc, du coup, la joie, comme si elle était plus accessible, et puis même qu'elle pouvait déclencher des événements qui pouvaient être à nouveau terribles. Je crois que c'est aussi ça la puissance de toutes ces pratiques, que ce soit la CNV, la myostésie ou n'importe quoi d'autre qui va aller réhabiliter la joie, réhabiliter en remettant du sens profond sur, en fait, comment il y a une confusion dans l'esprit immature de l'enfant entre quelque chose qui se passe, puis la conclusion qui est faite par l'enfant. Mm, Et ce genre de conclusion dramatique de ma joie, elle peut créer des dégâts, ma joie, elle n'est pas bienvenue, mm, euh, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent vivre toute une vie sans jamais sortir de ça parce qu'ils ne feront pas de travail et qui vont mourir en n'ayant plus jamais vécu de joie depuis qu'ils sont petits parce que à un endroit, il y a une compréhension erronée de la vie qui dit ta joie n'est pas bienvenue, quoi. Et là, pour moi, je sais pas si on a une mission, nous qui sommes formés à ça, mais je crois qu'on a une forme de responsabilité de transmettre ce qu'on transmet pour dire à tous ces enfants, tu n'es pas responsable de ce que tu as vécu dans lequel les adultes n'ont pas pris leur place d'adulte pour prendre soin. Et ce que tu as compris, tu as mal compris. mm, En fait, tu as fait une conclusion qui n'est pas juste. Et mm. aujourd'hui, tu as le droit de te redonner accès à ton potentiel de vie, que ce soit de pleurer, de crier, de chanter, de danser, de rire, de Ouais. vivre. Parce que c'est ça, je crois, qui est le point commun de toutes nos pratiques, c'est redonner accès à l'autorisation de vivre Mm. dans toutes les facettes qui sont les nôtres. Qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta vie? Quel homme tu es aujourd'hui? J'ai envie de dire tout a changé, mais si je devais aller au centre, bah, je crois qu'aujourd'hui, déjà, un truc central, c'est que je prends la responsabilité de ce que je vis, c'est-à-dire que, sauf à des moments, parce que je suis pas Zeus, hein, Ouais. et Zeus, c'était pas Merci génial. de, Mauvais merci de exemple. le Je suis dire. pas, je suis pas Hermès. Euh, oui, autant que possible, je prends la responsabilité de ce que je vis. Ça veut dire que quand je vis quelque chose qui est fort émotionnellement, autant dans la joie que dans la douleur, je vais voir en quoi ça parle de moi, en quoi j'ai du pouvoir sur prendre soin de mes besoins sans chercher à trouver un responsable dehors. Mm. Ça ne veut pas dire que je vais pas aller faire des demandes à des gens qui ont des choses qui bougent dans la relation, parce que évidemment que parfois ça va être utile. Mais en tout cas, je vais d'abord commencer par voir de quoi ça parle chez moi. Ça, c'est fondamental, ça change complètement mon rapport à moi-même. Donc déjà, c'est beaucoup plus tranquille. J'ai beaucoup plus de pouvoir pour me donner du bien-être au quotidien. Et ça change mes relations parce que je vais arrêter de voir l'autre comme le responsable de mes malheurs. Donc ça a beaucoup changé les relations que j'ai, vraiment. Mais très intensément, que ce soit avec mon frère, avec ma mère, avec ma compagne, avec globalement tous les gens, hein. Ouais. Et puis ça a aussi développé ma capacité de me rappeler que quand l'autre, il, il est en mode accusation sur moi, en fait, c'est parce qu'il voit pas qu'il se passe un truc chez lui. Ce qui veut pas dire que j'ai pas fait un acte qui a eu un impact, parce que ça aussi, je vais le reconnaître, que mes actes, ils ont des impacts. Mm. Mais je vais pas prendre la responsabilité de ce que l'autre y vit, ni de ses besoins, et je vais pas me faire croire que je suis responsable de sa douleur. Euh, et donc, je vais être capable d'accueillir ce que l'autre me dit la plupart du temps, encore une fois, parce que parfois non, sans être en train de me défendre, alors qu'il n'y a rien à défendre. L'autre, quand il me balance son reproche, il me dit juste à l'aide. Ouais, ouais, ouais. À développer ma capacité à entendre j'ai besoin d'aide. Mm, mm, Et mm, c'est à toi que je demande d'une manière qui n'est pas toujours hyper claire, hyper bienveillante. Ça sort comme ça sort. Et ça m'a changé la vie. Et puis je mm. crois, si je rajoute un autre truc, que la CNV m'a beaucoup aidé à transformer aujourd'hui et qui fait que je suis l'homme que je suis, c'est que ça m'a aussi beaucoup aidé à faire le deuil de toutes les situations dans lesquelles ce qui se passe ne correspond pas à ce que je rêverais de vivre. Et où, potentiellement, si je reste accroché à mes attentes, à ma préférence de résultat, la souffrance est jamais très loin. J'en suis pas complètement sorti hein, de ça, évidemment, parce que c'est un gros chemin. Mais je vois qu'aujourd'hui, je vis dans un niveau de paix par rapport à la frustration et par rapport à, ben voilà, ça se passe pas comme j'aimerais, qui est vraiment, vraiment très, très différent de ce que je vivais quand j'étais encore jeune adulte. Et je parle pas de quand j'étais enfant. Et je le vois notamment aujourd'hui avec mon fils, où mon fils, il a bouleversé complètement mon existence, où, bah voilà, si je veux m'en occuper, ça nécessite que je me mette au centre
de beaucoup de choses avec un nombre d'imprévus gigantesques. Il est malade, pas de nounou, bah bam, la journée, ça va pas être celle que j'avais prévue. Est-ce que je passe la journée à me plaindre et à détester mon fils parce qu'il est pas chez la nounou ou est-ce que j'accueille la frustration pendant 10 minutes et je rebondis et je profite de la journée au maximum Hmm. avec mon fils et puis avec des espaces où je vais quand même m'occuper de travailler en faisant ce que je peux dans l'heure que j'ai au lieu d'avoir 8 heures, bah voilà. Et ça, vraiment, ça m'a sauvé la vie parce que je crois que j'aurais pas pu avoir un fils de manière bienveillante sans avoir développé cette capacité à lâcher. Il y a un mot sur lequel je voudrais rebondir, là tu viens de le dire deux, trois fois, c'est j'accueille. Voilà, quand tu vis la frustration de ne pas pouvoir, tu avais prévu, je sais pas, d'aller courir ou quelque chose et que tout d'un coup ton fils est malade, il n'y a pas de nounou. Quand tu dis Mm. j'accueille, c'est Ouais, quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le processus ouais. d'accueil? Alors, c'est super simple. Ouais. Déjà, je fais du sans filtre, c'est-à-dire que tout ce qui me traverse la tête a le droit de citer. Donc, je vais vraiment reconnaître toutes les pensées qui sont là et qui hurlent. Putain, cette nounou, c'est vraiment une connasse. Ça pouvait pas être malade un autre jour que le jour où elle garde mon fils. Putain, j'en ai marre de ce gosse. Quand c'est pas lui, c'est l'autre. Putain, fais chier, mais l'univers conspire à me maudire pour pas que je puisse bosser. Tout ça qui est là, Ouais, ça ouais, sort. ça arrive. Oui, parce que c'est là. En Ouais. fait, c'est pas la réalité, c'est ce que je me raconte de la Mm, réalité. mm, Mais mm, n'empêche que c'est ma vision de la réalité, donc c'est vrai pour moi. mm. Donc, quitte à ce que ce soit vrai pour moi, autant que je le reconnaisse, pas pour aller dire à la nounou après, sale conne, t'as qu'à pas être malade, prends soin de toi mieux. Parce que, un, ça va rien changer, et deux, ça va pas prendre soin de la relation. Et ça parle que de ma vision de ce qui se passe. Non, juste parce que tant que c'est pas sorti, alors que ça prend toute la place à l'intérieur, je n'ai pas accès au reste. Une fois que ce truc est sorti, génial, certainement que je vais avoir conscience de comment je me sens. En fait, depuis le début où j'y ai mes pensées, je suis tendu comme pas possible. J'ai mal dans les épaules, j'ai le dos contracté, j'ai la gorge nouée, j'ai le ventre qui est en feu. Ah, accueillir, c'est aussi reconnaître, OK, il y a ça dans mon corps. Et si je restais un peu avec, juste pour reconnaître qu'il y a ça. Mm. Pas en cherchant à arrêter les sensations, pas en prenant un tranquillisant musculaire, pas en faisant des respirations yogiques, je sais pas quoi, non, juste bienvenue les sensations. Mon corps dit quelque chose. Mm. Et puis mon corps, comme il est plus intelligent que moi, si je le laisse faire avec ses sensations, il va laisser circuler les sensations et il va déjà traiter la charge émotionnelle qui est dedans en la laissant circuler. Puis quand j'aurai fait la place pour ça, il est assez probable que je me rende compte de quoi ça parle. Il y a des besoins derrière. En fait, là, moi, j'ai besoin de repos. Ça fait 10 jours de suite que je suis avec mon fils à le garder. Mm. Je suis éclaté de fatigue. Il a vomi 2 soirs de suite, 2 fois dans la même nuit. En mode, il faut le changer, il faut changer le lit. Je suis éclaté de fatigue. Euh, j'ai besoin de paix. J'ai une liste longue comme le bras de trucs professionnels que j'ai pas fait avec un enjeu sur mon chiffre d'affaires, donc sur ma capacité à payer un loyer et à faire de l'emprunt bancaire. Ma charge mentale, elle est gigantesque, tu vois. Donc, en fait, quand la nounou, elle est pas là, c'est pas juste je garde mon fils une journée. C'est je peux pas bosser, je suis épuisé, il y a de Mm. l'enjeu. Et Mm. donc, quand je prends en compte que j'ai ces besoins-là, OK, comment je vais prendre soin du repos et de la paix aujourd'hui? Mm. Qu'est-ce que je peux faire avec la réalité? C'est-à-dire, j'ai mon fils qui est là. Eh ben, la nounou, elle est malade, j'ai pas de babysitter sous la main, il y a que moi qui peux le garder avec ma compagne, il y a personne d'autre. Bon, eh ben déjà, est-ce que on peut se répartir la garde aujourd'hui? Laura, est-ce que tu peux le garder ce matin? Moi, ce matin, je bosse et cet après-midi, c'est pour moi. Mm. OK, bah déjà, j'ai 3 heures pour bosser au lieu de 8, mais j'en ai 3. Dans Mm. les 3 heures, c'est quoi la priorité qui va me donner de la paix? Eh ben, c'est diffuser mes stages, c'est relancer telle personne qui n'a pas fait le paiement du stage, tac, tac, tac. OK. Mm. Oui, si j'avais eu 8 heures, j'aurais fait autre chose, mais j'en ai 3. Euh, comment je fais pour prendre soin de mon repos? Eh ben, peut-être que dans les 3 heures, il ne va pas y avoir 3 heures de boulot, il va y avoir 3 heures moins 10 de boulot et 10 minutes de je vais dans le jardin sur le transat et je fais rien. Mm. Et quand je vais faire rien, j'ai des hamsters dans la tête, hein, ça va cogiter pendant 10 minutes. Mais au moins, je suis pas devant l'ordi, j'ai pas l'exécuteur sur les oreilles, j'ai pas de papier sous la main en train de lire des listes, je fais rien. D'accord. Et voilà, j'ai accueilli. Et cet accueil, si je le fais inconditionnellement, c'est-à-dire si vraiment je laisse la place à tout, c'est rapide. C'est Mm. d'autant plus rapide que j'ai l'habitude de le faire. Parce que plus je vais le faire, plus sentir mon corps, c'est facile, plus identifier les besoins, c'est facile, plus trouver comment prendre soin, c'est facile. C'est en faisant qu'on devient faiseur, hein. Mm. Ok, merci pour cette précision. Avec C'est plaisir. c'est quelque chose que j'avais envie que tu partages à nos auditeurs.
J'aime bien aussi l'image de quand on va pas bien. On peut imaginer, tu connais la myosthésie, hein. Mm, On peut imaginer que, bah, comme un petit enfant qui pleurerait au bord du trottoir parce qu'il a perdu son ballon, on viendrait s'asseoir près de lui. Et, et j'aime bien, voilà, parler de l'accueil comme ça, mm, en disant, allez, allez vous asseoir près de vous. c'est ça. Comme on irait s'asseoir près d'un petit enfant qui pleure là ou qui va pas bien Ouais, et juste là, écoutez. c'est ça. Mm. Et je vais rajouter un truc sur ça parce que pour moi, c'est un des trucs centraux de la myosthésie et évidemment de la CNV. C'est vraiment ce truc de dire, je prends vraiment au sérieux le fait que pour toi, il se passe quelque chose maintenant. Mm. Mm. Ouais. Quel que soit ce que moi je pense de ce qui se passe, quel que soit comment moi je le vivrais, pour toi, ça se vit de manière intense. Mm. Que l'intensité, elle soit à 2 ou à 28, il se passe quelque chose. Mm. On ouvre l'espace pour entendre de quoi ça parle. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait que on alimente la paix ou qu'on alimente la violence. Dès qu'on dit, il se passe rien pour toi, c'est rien, lève-toi, pleure pas, t'as rien, on est en train de créer un truc où on anesthésie, où on invalide la réalité de la personne. Et pour moi, c'est un des trucs les plus violents de manière éducative qu'on puisse faire avec les enfants et avec les adultes. Mm. J'ai interviewé un mec qui sur les violences éducatives ordinaires. Donc ça sera aussi Hum, dans un podcast. Eh bien, écoute, ouais, on pourra retrouver cette idée-là aussi là, dans cette interview. ouais, génial. Comment, tu vas pas être surpris de la question, si tu vois tout le chemin que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, si tu allais t'asseoir près du gars là qui est en train de parler, de Hum. Christone qui est en train de nous parler, qu'est-ce que tu penserais de lui? Ah, Ah, ouais, je crois, ça me touche, hein. J'ai les larmes aux yeux en te le disant, mais je crois que genre, le premier truc qui vient, c'est que je me dirais, t'as été quand même très courageux. hmm, T'as été déterminé à vivre. hmm, Parce que, parce que t'aurais tellement pu abandonner. hmm, T'aurais tellement pu tomber dans j'arrête ou je m'anesthésie jusqu'à la fin des temps. Moi, j'en connais des gens, hein, des potes à moi de ma vingtaine qui sont restés dans la drogue, les jeux vidéo, l'alcool et qui ont pas eu l'opportunité de sortir de ça. Moi, j'ai eu la chance, vraiment, je le dis vraiment, je crois que j'ai eu le luxe d'avoir la chance de rencontrer les thérapeutes qu'il fallait, d'être déterminé, de choisir aussi de mettre toute ma thune là-dedans, ce qui n'est pas le choix de tout le monde. Mais je crois que ouais, c'est surtout ça, ouais, le courage et la détermination à m'en sortir, à, 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 à créer une autre vie pour moi, créer un autre monde pour moi, pour les gens qui m'entourent, pour les espèces vivantes, quelles qu'elles soient, pour mon fils, si j'avais un fils dans le futur, ce que j'ai maintenant. Ouais, je crois que c'est ça, ce courage, sac- cette détermination. sacré mec, ce Christone. Ouais, Hein? ouais, ouais. Et en toute humilité, tu vois, pas en mode Ouais. regardez-moi, faites-moi une statue, tu vois, je crois vraiment que. Et dans le courage, il y a agir avec le cœur, hein. Hmm, Mais ouais, et puis aussi le courage de reconnaître tous les endroits où j'ai merdé, les endroits où j'y arrive pas encore aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, avec ma compagne, si tu fais une interview avec Laura demain et tu lui dis alors, Christine, l'incarnation de la CNV au quotidien, elle va te dire hein, qu'il y a des moments où bah non, en fait, non, j'arrive pas, elle me sort par les yeux, c'est tendu, on n'arrive pas à se parler. hmm, Parce qu'on hmm, est des humains, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait de notre mieux, parce que être formateur certifié, ça ne nous met pas à l'abri de la tension, ça ne nous met pas à l'abri des mécanismes qui ont été appris pendant 30 ans, même s'il y a 10 ans de travail là-dessus. Et c'est aussi ça, le courage, quoi. C'est reconnaître cette humanité, c'est reconnaître les moments où mes actions, elles ont de l'impact sur l'autre et que c'est pas ce que j'aurais voulu, mais que c'est comme ça. Et c'est être bienveillant avec soi et se dire, OK, bah, un pas de plus, j'avance. Et puis, voilà, chaque jour, je grandis, chaque jour, j'apprends, chaque jour, je vois mes angles morts, chaque jour, je développe plus d'amour pour moi et pour le monde. hmm, hmm. Chouette. Ah, j'ai presque envie de te retourner la question. Ah. Ma question qui est, si je venais m'asseoir près du mec que je suis là, Ouais, aujourd'hui, euh, généralement, c'est moi qui pose les questions. et oui, c'est pour ça, je me suis dit, Et je te remercie de me la poser. oui, parce que personne te la pose, parce que c'est toi qui mènes. Je suis vachement fier. Hmm. Enfin, je suis fier de ce gars-là, de ce que je fais aujourd'hui devant toi, Christone, et devant les autres mecs que j'interroge.
les gens que j'accompagne euh, dans le cadre de la thérapie, ce que j'ai envie d'être et l'homme que je m'autorise à être aujourd'hui, c'est vachement bien. Mm. C'est vachement bien. Et je vois que bon, ça fait 7 ans hein, que j'ai entrepris ce chemin. Et je me dis qu'il va pas assez vite parfois. Je me dis que je voudrais en faire plus. Je voudrais que plus de monde vienne vers moi. Et ça, c'est pas par ambition. C'est pas parce que je gonfle les muscles. C'est que j'ai envie de rencontrer. Et j'ai envie Mm. de rencontrer, comme je le fais, comme j'ai pu le faire avec toi aujourd'hui. Envie de Mm. rencontrer, envie de donner la parole, envie que les gens parlent Ouais. de leur douleur, de leur tristesse, de leur colère, de tout ce qui est là. Et je suis heureux aujourd'hui d'être la personne qui peut lui dire, Mm. je suis là, tu peux parler. Ouais. 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 Ça, c'est... ouais, je vais parler de moi. Quand j'étais gamin, je trouvais le monde super violent. Si à un moment, j'étais un peu solitaire. Euh, il y avait plein de choses que je comprenais pas. Et j'avais même des posters. À un moment, il y avait des posters. Alors c'est vieux, hein, des posters noirs et blancs avec des trucs un peu terribles. Hein. C'était un soldat qui s'écroule parce qu'il vient de se prendre une balle. C'était une mouette dans une mare de goudron, Mm. tu vois. Et je trouvais ce monde hyper dur. Et je m'étais dit, je consacrerai ma vie à l'humanitaire. Mm. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai oublié ça. Je me suis laissé embarquer dans la vie. Voilà. J'ai fait de l'informatique, je suis devenu chef, je suis devenu ouais, voilà. Et, euh, et je suis content. Aujourd'hui, je suis fier parce que je ne travaille pas dans l'humanitaire, mais je touche à l'humanité. Mm. Et je me dis, ouais, t'as dévié le truc un petit peu, mais là, ouais, je suis au service de l'humanité. Mm. Et ça, je suis content. Euh, une fois, j'accompagnais quelqu'un et puis, ah non, c'est dans une interview qui va paraître, où le gars me parle aujourd'hui de, tiens, bah, quand je me balade dans la nature, je suis content de cueillir une cerise, un abricot. Et je lui dis, ça te rappelle quoi? Il me dit, bah, quand j'étais gamin. Il dit, je retrouve cette liberté-là, je retrouve cette insouciance. Et ouais. Et là, moi, c'est pareil. Je retrouve le gamin que j'étais Mm. et il y a une certaine fierté et ce gamin peut être fier de moi aussi maintenant, alors que ça pouvait pas forcément être le cas avant. Voilà. Mm. Merci. Merci. Merci d'avoir posé la question. Mm. Ouais, moi, je veux bien ajouter un truc sur ce que tu as dit parce que peut-être que les auditeurs savent pas parce qu'on l'a pas dit, mais à partir du moment où tu as fait le module 1 avec moi, Mm, j'ai commencé à faire des séances de magnésthésie avec toi. mm, Et puis j'ai recommandé tous mes stagiaires ensuite à toi. Euh, et outre le fait que la magnésthésie en tant qu'outil, c'est de mon point de vue absolument fantastique, c'est aussi l'humain qui utilise l'outil qui fait que la rencontre, elle existe. Mm. Et moi, j'ai été vraiment très touché par justement cette humanité-là, cette envie de rencontrer l'humain, cette humilité dans la rencontre, cette délicatesse, cette envie de se mettre au service, qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin à moi et qu'on a aidé tellement d'autres parce que les retours que j'ai de tous les gens que je t'ai envoyés, mais juste, c'est phénoménal. Et en fait, pour moi, ça, c'est une œuvre humanitaire. mm, Je mm, pars pas en hélicoptère en Afrique mm, ou en Asie quand il y a eu des inondations, mais en fait, tu t'occupes des inondations qui sont là depuis 40 ans chez les gens, mm, qu'on voit pas et pour lesquels il n'y aura pas de pub sur TF1 pour faire une collecte collective. mm, Et donc qui sont aussi importantes parce qu'elles sont potentiellement invisibles, celles-là. Alors que le mm, tsunami, tout le monde l'a vu. mm, mm, Et donc pour moi, ça aussi, c'est de l'humanitaire. Ça aussi, c'est prendre soin de la planète. mm, Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui aujourd'hui déforestent l'Amazonie à tour de bras? C'est quand ils étaient petits, on n'a pas pris soin d'eux, donc ils savent pas comment on prend soin. Demain, on est dans un monde où les gens, on a pris soin d'eux quand ils sont petits.
plus jamais on détruit la planète. Plus jamais on imagine qu'il y a des ethnies qui valent plus que d'autres et qu'il y en a qui ont le droit de citer et d'autres non. Enfin, tu vois, donc, pour moi, ce que tu fais, c'est absolument humanitaire en vrai. Et c'est fondamental. C'est indispensable. On met le mot qu'on veut, mais donc merci de le faire. Merci beaucoup, Christophe. J'ai vu que j'étais un petit peu, quand tu parlais de moi comme ça, j'ai vu que j'étais un petit peu gêné. Oui, Et je te remercie, c'est chouette. avec plaisir. Avec plaisir. J'aime beaucoup ce que vous faites, comme dit le proverbe. Ouais, Super. Je te remercie beaucoup, Christophe, pour cette interview, cet entretien, parce que j'ai vraiment l'impression que c'était une discussion entre nous deux. ouais, Tu nous en as dit un peu plus sur toi et c'est ce qui me plaît dans ces interviews, c'est de comprendre le chemin et que celui qu'on est aujourd'hui, il est la somme de tous ces êtres qu'on a été, qui ont vécu des choses euh, et qui, euh, pour certains, comme tu le disais, euh, transforment, mm, modèlent, créent quelque chose, et puis d'autres qui ont encore besoin d'être rencontrés. Et ça, tout à fait. ben, on est là aussi pour ça. Donc, c'est Mm, bien, ça nous donne aussi un rôle ouais, et, et une valeur inestimable. Mm. 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 Et merci à toi de faire ça parce que, évidemment, c'est un gros cliché, mais je crois vraiment que les hommes ont beaucoup, beaucoup l'usage de cet espace parce qu'il n'est pas habituel, parce qu'il est plus anesthésié que chez les femmes, encore une fois, de manière statistique, hein. Mm. Il y a des hommes qui sont très facilement dans l'expression et des femmes qui ne le sont pas, bien entendu, mais quand même dans l'éducation, surtout les hommes de ma génération et avant, je crois qu'il y a un gros, gros coup de main à donner là. Ouais. Et, et que cette transformation-là, elle est indispensable aussi pour que ces hommes puissent prendre soin du monde derrière. Mm. Mm. Waouh, ça vibre, hein. C'est plein de lumière, c'est plein de Ouais, chaleur, c'est plein d'amour, et ça, c'est ouais, chouette. carrément, carrément, carrément. Ouais. Merci beaucoup, Christophe. Merci de Grand ton merci à toi, temps. ravi de ta Merci. confiance. Ouais, je t'embrasse. Yes, moi aussi. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine interview de La Parole des Hommes. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sur mon compte Fabrice Humeau ou consulter mon site internet fabricehumeau.fr. Si toi tu as envie de témoigner, n'hésite pas à me contacter à l'adresse contact@fabricehumeau.fr. Tu peux retrouver toutes ces informations sur le descriptif de cette interview. Je te souhaite le meilleur.